Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédot. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 8h18 et mon invité politique ce matin est Pascal Confavreux. Bonjour. Bonjour. Porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, une tension permanente, sans doute plus vive que jamais, en tout cas du côté de l'Iran. D'un côté, le président américain qui assure au régime que le temps leur est compté en envoyant ce qu'il appelle une autre armada. De l'autre, l'Iran qui assure être prêt, je cite, à une riposte écrasante avec cette expression, le doigt sur la gâchette. Est-ce que la France se prépare à un affrontement entre les États-Unis et l'Iran dans les prochaines heures ? Le travail de la diplomatie, c'est justement d'éviter d'aller vers ces affrontements. On pense que c'est pas de l'extérieur qu'on peut faire des changements de régime, que c'est aux Iraniens et aux Iraniennes de décider quel est l'avenir qu'ils souhaitent pour eux. Et enfin, sur les sujets qui sont majeurs et sur lesquels nous sommes extrêmement, nous prenons très au sérieux c'est la menace du nucléaire iranien, les proxys, les balistiques. C'est par la diplomatie plus que par les frappes que l'on réglera durablement les choses. Donc c'est ce que dit la France ce matin, c'est-à-dire que par votre voix, Pascal Confavreux, vous dites il faut à tout prix éviter une intervention militaire, c'est avant tout la diplomatie qui compte, il est hors de question que la France aide d'une quelconque manière à faire tomber un régime parce qu'il ne se change pas par les armes. Nous avions été les premiers, je vous le rappelle, au moment de la guerre des 12 jours au printemps dernier, à condamner ces frappes internationales, parce que encore une fois, elles ont probablement retardé le programme nucléaire iranien, elles ne l'ont pas arrêté, elles ne l'ont pas stoppé, parce qu'il y a de l'expérience acquise, il y a encore, par exemple, nous sommes dans le flou complet avec l'AIEA sur où se trouve l'uranium hautement enrichi. L'AIEA, pour expliquer pour tous ceux qui nous écoutent, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une organisation internationale qui vient en fait avec des missions d'inspection vérifier ce qui se passe en Iran, en théorie, pour voir où se trouve cet uranium et vérifier quand l'Iran respecte bien ses obligations. Il est apparu depuis assez longtemps, maintenant 2019, que l'Iran ne respectait plus l'accord, vous savez, de JCPOA, l'accord de 2015, qui était en gros de contrôler ce programme et de l'empêcher que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Et en conséquence de ça, il y a maintenant, à l'été dernier, le ministre Jean-Noël Barrot a activé ce qu'on appelle le snapback, c'est-à-dire le retour de l'ensemble des sanctions qui existaient avant cet accord en 2015. C'est-à-dire que là, on se retrouve sur des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont été adoptées entre 2006 et 2010, qui sont très lourdes contre l'Iran. Justement, vous parliez de sanctions. Hier, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont convenu d'ajouter le fameux corps des gardiens de la révolution islamique à la fameuse liste des organisations terroristes. Quelles sont les attentes d'une telle décision ? Elles sont, encore une fois, majeures, parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a adopté hier ? Et le ministre était au ce qu'on appelle le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. Nous avons adopté 21 sanctions contre des individus et des entités qui sont liées à la répression terrible qui s'est produite en Iran il y a maintenant quelques jours. Le bilan ne cesse de monter. C'était pas la première répression. Moi, je pense à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Je veux dire, ça fait quoi depuis les grandes révolutions ? On a assisté à des dizaines de manifestations comme ça, réprimées dans le sang. Pourquoi on a attendu aussi longtemps ? Parce que la France était parmi les derniers quand même à vouloir cette inscription dans cette liste. On n'a pas attendu. Il y a tout un tas de sanctions. On est à 600 Mais la qualification entités. des organisations terroristes. On est à 600 entités sanctionnées depuis maintenant désormais 2022. Le dernier grand mouvement avec la grande répression, c'était notamment le Femmes, Vie, Liberté, qui était en 2022, où il y avait déjà d'importantes sanctions. Donc nous avons adopté hier 21 sanctions. Mais pourquoi cette inscription sur la liste des organisations terroristes ça a pris autant de temps ? Ça n'a pas pris plus de temps, parce qu'en fait, il fallait de toute façon avoir une décision, une discussion au Conseil des affaires étrangères. Ce Conseil des affaires étrangères a été fixé jeudi. Elle s'est passée. Cette discussion, nous avons rendu public mercredi soir quelle serait notre position. Et c'est la position que nous avons tenue. Et vous avez vu derrière ensuite Kaja Kallas, c'est-à-dire la haute représentante de l'Union européenne, chef de la diplomatie européenne, indiquer que l'Europe était d'accord pour inscrire sur la liste des organisations terroristes. Pascal Confavreux, je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Autre sujet également concernant l'Iran. Beaucoup, en tout cas, qualifient parfois la France de prudente, notamment parce que là-bas, nous avons encore deux compatriotes que sont Cécile Collère et Jacques Paris. Ils sont pour l'instant à l'ambassade. Est-ce qu'on a des chances de les revoir sur le sol français avant la fin de l'année ? Notre mobilisation, elle est totale pour pouvoir les ramener de manière définitive et immédiate en France. Il y a eu une très bonne nouvelle qui était qu'ils pouvaient sortir des conditions
terrible dans laquelle ils étaient, puisqu'ils sont restés très longtemps dans ces prisons. C'est ce que nous avons obtenu, c'est ce que Jean-Noël Barrot a obtenu avec évidemment le soutien de l'ensemble du ministère, ce qu'on appelle le centre de crise qui gère ça, et notre ambassade bien sûr à Téhéran. Et puis désormais maintenant, notre but c'est effectivement de pouvoir faire en sorte qu'ils reviennent en France, et c'est la nature des échanges que nous avons avec les autorités iraniennes. Et l'espoir d'ici la fin de l'année, est-ce que c'est crédible ? Notre espoir, c'est qu'ils puissent rentrer le plus vite possible. Justement, on parlait de l'Iran, donc sous pression à cause de Donald Trump, donc le président américain qui, donc depuis une semaine ou il y a quelques semaines, vous a, j'imagine, fait passer quelques nuits blanches à force de lorgner sur le Groenland et la volonté de s'en accaparer. Il y est plus calme, en tout cas depuis Davos. Il a semblé, on va dire, prendre un peu de distance vis-à-vis de ce projet. Est-ce que pour vous, ça reste un motif d'inquiétude ? Ou vous dites, là, ça y est, il semble avoir pris de la distance, on n'en parle plus. L'enseignement qu'on tire de ça, c'est deux choses. C'est qu'on a montré, d'une part, qu'il y avait une réaction européenne qui était forte quand on montrait qu'il y a des éléments extrêmement importants, qui est l'attaque de la souveraineté d'un État de l'Union européenne, membre de l'OTAN. Et là, l'Union européenne a montré qu'elle avait des instruments à disposition, qu'elle avait une capacité de réaction et d'unité. Et en rappelant des principes très simples, c'est la souveraineté des peuples, c'est la solidarité au sein de l'Union européenne. Mais après tout ça, est-ce que ça reste un motif d'inquiétude encore, qu'à nouveau le président américain puisse avoir des tentations sur le Groenland ? On prend tout ça très au sérieux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit, il y a une volonté de toujours être droit dans nos bottes et d'être, très ferme sur ces principes. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a aussi pris très au sérieux, disons, la sécurité de l'Arctique. C'est ça aussi le deuxième élément qui était à retenir de ça. Vous avez vu qu'à la demande des autorités danoises, nous avons participé à des exercices militaires dans la région, et nous avons proposé que ces exercices militaires soient aussi passés d'un niveau OTAN. Pourquoi ? Parce que derrière le Groenland, en fait, c'est plus largement la sécurité de l'Arctique. Et la sécurité de l'Arctique, on voit qu'il y a des rivalités de puissance dans lesquelles il faut qu'on puisse défendre, aux confins de l'Europe, les intérêts des Français et des Européens. Et malgré tout ce que vous venez d'énoncer de la part des États-Unis, est-ce qu'on peut toujours considérer ce pays comme un allié ? Et ne me répondez pas for sure, please. Nous avons des quantités de discussions avec les États-Unis. Des discussions qui sont très intenses, par exemple, sur l'Ukraine, dans lesquelles nous avançons avec eux dans le cadre de la coalition des volontaires sur la garantie de sécurité. Nous avançons avec eux, notamment aussi en Syrie, où en ce moment est en train de se discuter des négociations pour l'intégration des Kurdes dans la nouvelle Syrie, et pour que le respect de leurs droits, politiques, culturels, historiques, soit inclus. Donc il y a des éléments importants et très considérables de discussion avec eux. Et puis, quand il y a des éléments sur lesquels on estime qu'ils vont trop loin, c'est dit. Et donc, si vous voulez, nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas alignés. Encore deux préoccupations en lien avec les États-Unis. Beaucoup d'experts, et on le voit dans nos journaux ce matin, expliquent qu'en réalité, si les États-Unis se sont désengagés militairement, elles se réengagent d'un point de vue politique sur le territoire européen, avec une véritable inquiétude sur les processus électoraux européens, notamment la France. Est-ce que vous, au Quai d'Orsay, c'est une véritable crainte que les prochaines élections, de la part des États-Unis, soient bousculées ? De manière générale, on ne souhaite pas qu'il y ait d'ingérence informationnelle étrangère. De manière générale, élections. Personne. Mais est-ce que c'est une crainte que les États-Unis participent, on va dire Si c'était le cas, nous le prendrions très au sérieux. Et donc, par exemple... C'est une crainte actuellement ou pas ? C'est une crainte que nos processus électoraux soient absolument parfaits, parce que c'est le cœur de la démocratie. La démocratie, c'est... quelque chose qui est extrêmement attractif pour des régimes qui nous ne veulent pas forcément du bien, mais c'est aussi quelque chose qui est très ouvert, dans lequel on peut laisser prise à des ingérences numériques étrangères qui viennent vouloir éventuellement pouvoir nous influencer. Et c'est ce que nous avons lancé au Quai d'Orsay. J'en profite pour vous en parler. C'est ce compte qu'on a lancé qui s'appelle French Response, qui permet d'avoir une forme de réaction rapide, un arc supplémentaire dans notre diplomatie pour répondre à ceux qui nous attaquent à l'étranger, pour faire connaître aussi nos positions, et parfois mettre à jour un peu le ridicule de ces grosses ficelles ou de ces mensonges. Et donc c'est un peu le haut de l'iceberg de toute une stratégie qui est de mener cette guerre informationnelle. Si le président américain Donald Trump est peut-être un peu moins actif, et je mets ça naturellement entre guillemets, sur la scène internationale, c'est parce qu'il est préoccupé par ce qui se passe sur son territoire à lui, le territoire américain, avec la fameuse police de l'immigration, ICE. On a découvert il y a quelques jours qu'une entreprise française, notamment Capgemini, avait des contrats avec cette police
police anti-immigration. Et ce matin, le journal Libération nous explique qu'il y a 2 nouvelles entreprises connues des Français que sont Parrot et Thales, l'une pour les drones qu'utilise cette police anti-immigration, l'autre pour une base de données biométrique. Est-ce que les entreprises françaises doivent désormais être excessivement vigilantes dans le contexte, à sélectionner ces contrats, leurs contrats? Ça fait partie de tout rôle d'entreprise, de gérer sa conformité, de gérer son image. Moi, je vais pas m'exprimer là-dessus. Il y a eu des cas, le ministre par exemple, de l'économie aux États-Unis, il appelle notamment les entreprises à se questionner sur la nature de ces activités, notamment dans le contexte qu'on connaît. Est-ce que nos entreprises françaises ne doivent pas être vigilantes vis-à-vis des contrats qu'elles passent? De manière générale, les entreprises françaises, elles sont vigilantes. Ce degré de vigilance, il augmente à la fois, pour leur risque d'image éventuel, vous le mentionnez, mais ça peut être aussi quand elles sont attaquées par de l'espionnage industriel. Là, c'est plus une guerre économique. Mais là, il n'y a pas de gêne. Là, quand on voit les images avec ces 2 personnes tuées sur les 2 dernières semaines, est-ce qu'il n'y a pas une gêne de la part du Quai d'Orsay? Est-ce que des entreprises françaises soient en contrat avec eux, et pas pour rien, des drones et des bases de biométriques? C'est extrêmement, c'est extrêmement important pour les entreprises de gérer leur propre, leur propre image, leur propre conformité et leur propre, guidelines. Nous avons eu par exemple des cas de Français qui ont été détenus pendant quelque temps par l'ICE. Ce qui a été extrêmement important pour nous, c'était d'avenir à leur protection. Un des rôles importants du Quai d'Orsay à l'étranger, c'est la protection de nos ressortissants, qu'ils soient résidents ou de passage. Donc par exemple, on va faire de la protection consulaire, on va faire en sorte qu'ils puissent voir leurs avocats, on va faire en sorte qu'ils puissent, par exemple... Donc pas de gêne particulière. C'est extrêmement important, mais encore une fois, les entreprises, c'est à elles de gérer leurs guidelines. Autre sujet également à l'international et des crispations entre 2 pays, la France et l'Algérie. Hier, on s'en réjouit, Boualem Sansal a été élu à l'Académie française, pendant que de l'autre côté, Christophe Glaise, journaliste également, est toujours retenu, toujours otage en Algérie. Il est quoi? Il est toujours l'otage du régime iranien. La France poursuit ses efforts? Notre mobilisation, elle est totale pour qu'ils puissent rentrer de manière la plus rapide possible. Cette détention, elle est injuste. Nous l'avons déjà dit, et nous rappelons, par exemple, le souhait d'une visite consulaire. Je vous en parlais juste avant. Nous l'avons demandé à 5 reprises. Nous n'avons pas encore eu de réponse pour ça. Mais alors, comment expliquez-vous que l'État n'ait pas de réponse, alors que Ségolène Royal, visiblement, va voir Christophe Glaise, pardonnez-moi, dans quelques heures à 10h? Je ne m'exprime pas sur une initiative individuelle de Madame Royal. Ça parce qu'elle a dit, moi je ne critique pas la France depuis l'Algérie, au contraire, agir pour la réconciliation et le respect, mission qui m'a été confiée, j'agis pour les valeurs et la place de la France. Toute visite est une marque de soutien. Nous espérons que cette visite consulaire que nous appelons de nos vœux puisse se faire, et nous espérons aussi que la famille, si elle le souhaitait, puisse avoir accès à son fils, si elle s'y rendait sur place. C'est pas curieux, pardonnez-moi, Ségolène Royal qui explique que quand même le président algérien Tebboune est un homme de dialogue? Encore une fois, je ne veux pas m'exprimer, je ne commande pas. Mais elle n'a aucun mandat par le Quai d'Orsay, Ségolène Royal. Initiative individuelle sur lesquelles, encore une fois, je ne m'exprime pas. Nous avons un ministre, nous avons une ambassade, ce sont les canaux par lesquels on passe. Il y a un dialogue qui est extrêmement exigeant, qui est difficile, mais qui reprend petit à petit, et nous souhaitons que notamment les sujets de coopération migratoire, de coopération économique, de coopération sécuritaire, qui sont majeurs pour notre sécurité, puissent redevenir opérationnels. Dans les propos diplomatiques, même s'il y a les fameux canaux officiels que vous évoquez, il y en a un autre, c'est Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il y a un dossier international qui nous préoccupe tous, c'est la Russie et l'Ukraine. Il a expliqué, Jean-Luc Mélenchon, qu'il fallait absolument ramener dans le concert européen la nation russe, avec cette idée qu'à un moment ou à un autre, il faut remettre en route les gazoducs russes Nord Stream. Il est lucide là, Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qui se passe sur l'Ukraine? Depuis le début, vous avez une nation qui est agressée par un État voisin, en violation complète du droit international. Depuis presque 4 ans, nous sommes en soutien absolu économique, mais y compris en termes d'équipement militaire auprès de l'Ukraine. Vous voyez que ce soutien, il n'y a pas de fatigue, il se maintient dans ces 4 ans. Vous voyez que nous préparons la paix. Nous, c'est ces fameuses garanties de sécurité que nous préparons aussi avec nos partenaires américains. Et nous mettons la pression sur la Russie pour qu'elle vienne aux négociations de paix. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Russie, elle continue à frapper Kiev et ses installations énergétiques, et notamment en plein hiver, qui est absolument terrible. Donc c'est précoce, c'est prématuré. Et qu'elle a frappé, il y a 48 heures, un train de passagers vers Kharkiv. Donc,
En fait, ce qu'on voit surtout là-dessus, c'est qu'il y a des négociations de paix dans lesquelles le président Zelensky dit depuis le début qu'il est prêt à un cessez-le-feu immédiat, et que ceux qui ne viennent pas à la table des négociations et qui ne sont pas sérieux là-dessus, ce sont les Russes. Donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, je vous dis encore une fois que ceux qui ne sont pas encore prêts manifestement pour la paix, ce sont les Russes. Pascal Confavreux, merci beaucoup d'avoir été à mon micro ce matin, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe sur les scènes internationales. Les conflits sont nombreux et les tensions encore plus. Merci beaucoup d'avoir été avec à mon micro ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, débat qu'on vient d'esquisser avec vous. En réalité, vous avez vu des entreprises françaises, Parrot et Thales notamment, après Capgemini, qui collaborent avec l'ICE, la police de l'immigration américaine. Est-ce que les entreprises françaises doivent être vigilantes quant à leurs contrats, surtout quand on sait avec ce genre de société à l'étranger, ou au contraire, pour une fois que des entreprises françaises vendent de l'argent, qui plus à l'étranger? On s'en réjouit, vous avez la parole. 0826 300 300 et on en discute avec Arlette Chabot et Franck Dedieu. À tout de suite.